tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Kiri no Kiroku. Dans cette émission, nous allons voir tout d'abord un point BG. Un point de BG avec 5 questions sur les grandes institutions de l'enclave. Puis nous verrons un point règle sur le combat. Et ce sera tout pour cette émission-là parce que c'est une émission qui doit absolument sortir avant le GN de juin et qui a été tournée en avril 2016 et qui est donc grand temps de sortir. Donc bon visionnage. Les grandes institutions de l'enclave sont au nombre de 3. Il y a la Cour de justice, le Conseil de guerre et la Banque. Le Conseil de guerre gère la défense globale de l'enclave par le biais des forces armées. Un représentant ou plusieurs de chaque peuple y siège, chaque peuple comptant pour une voix, et il faut savoir que le territoire autonome d'Izumi a une voix également, ce qui fait un total de 12 voix. Aucune décision ne peut être prise par le Conseil de guerre sans une grosse majorité de 10 voix sur 12. La Cour de justice gère toutes les lois communes de l'enclave, c'est-à-dire qu'à partir du moment où plusieurs peuples, donc au moins 2, sont concernés par une affaire judiciaire, c'est la Cour de justice qui intervient. Les lois des peuples n'interviennent plus. Au conseil principal de la Cour de justice, on va trouver 3 représentants de chaque peuple qui ne sont pas désignés par les gouvernements, mais qui sont choisis sur concours. C'est un concours très difficile à obtenir parce qu'il faut connaître et les lois de l'enclave, et l'air de rien, les systèmes de loi des 12 peuples, des 11 peuples et d'Izumi. Sous les ordres de la Cour de justice, donc du Conseil de la Cour de justice, on va trouver des juges, des avocats, des enquêteurs habilités à enquêter sur toute l'enclave, sur n'importe quel territoire, les Sosakan, si je ne dis pas de bêtises. Et on va également trouver les nomades. Les nomades sont des pisteurs-trackers du peuple du chien exclusivement, qui traquent tout ce qui est braconnage, car les ressources de l'enclave sont limitées de fait, puisque c'est un espace certes vaste mais clos. Donc le braconnage est très gravement puni, et ce sont les nomades qui traquent et qui ont toute l'attitude pour procéder aux arrestations et aux amendes auprès de n'importe quel peuple. Et enfin, la Banque centrale est un organisme privé, mais géré par des lois établies par la Cour de justice, qui est chargé de prélever des taxes auprès des peuples pour financer l'entretien du circuit de distribution d'eau, l'entretien du mur et les forces armées. Le recrutement au sein des forces armées se fait de façon différente selon les peuples. Par exemple, chez les Yamani, donc les chèvres, n'importe quel jeune est libre de s'engager s'il le souhaite, indépendamment de son statut ou de sa classe. Par contre, chez les Musha, c'est le shogun qui décide quel guerrier va rejoindre les forces armées pour quelle durée. Ça se passe à peu près de la même façon chez les meules, les chevaux. Ce sont les chefs de bannière, les daichin, qui choisissent qui rejoint les forces armées, qui reste sur la protection du territoire. C'est une différence assez flagrante. Les Yamani n'ont pas de forces armées privées, les meules et les Musha en ont une, et du coup la gestion s'en ressent pour savoir qui rejoint les forces armées de l'enclave ou pas. Dans tous les cas, et c'est encore plus vrai depuis l'attaque des Tanshin l'année dernière au Kanreki et les mesures qui ont été prises par le Conseil de guerre, les forces armées de l'enclave prédominent sur n'importe quel autre corps armé. Ils prédominent sur les polices de chaque peuple, bien sûr, parce que même s'ils n'ont pas tous une force armée, ils ont tous au moins une police ou une milice urbaine. Ils prédominent sur l'armée dragon, ils prédominent sur celle des Musha et aussi sur celle des chevaux. Ce sera toujours les forces armées qui auront le dernier mot. Ils peuvent réquisitionner des casernes, ils peuvent réquisitionner des troupes, et voilà. De toute façon, il faut savoir que les forces armées des chevaux, des tigres et des dragons ne sont habilitées à intervenir que sur leur propre territoire. S'ils franchissent leurs frontières, c'est considéré comme une agression envers le peuple du territoire où ils vont sans autorisation. Les soldats reçoivent tous une solde qui est donc financée, comme dit précédemment, par la Banque centrale. En ce qui concerne le Conseil de guerre et les forces armées, il y a un document PDF qui a été mis à disposition, qui est sur le site internet, qu'on peut trouver via le forum également, qui détaille un peu plus les choses, les grades, le fonctionnement des différents corps. Il y a l'infanterie, la cavalerie et l'ingénierie, qui donne les noms de certains représentants au Conseil de guerre pour le jet épistolaire, qui donne l'emplacement des casernes principales par territoire sur une carte. Donc je vous invite à aller consulter le document si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement du Conseil de guerre et des forces armées.
la Banque centrale, petite parenthèse, il existe également un document sur Izumi et le territoire d'Izumi, sur l'histoire du territoire d'Izumi, où on détaille un petit peu quand même, il me semble, sauf erreur de ma part, l'histoire de la Banque centrale et de la Cour de justice, et on parle également du Conseil de guerre, on en parlait déjà. Le chat est en train d'attaquer le chien. Donc, le fonctionnement de la Banque centrale. La Banque centrale prélève des taxes auprès de tous les peuples, mais comme la banque existe depuis plusieurs siècles et que depuis plusieurs siècles elle réalise des prêts avec intérêt et qu'elle mène ses propres petites affaires, elle génère d'elle-même assez de bénéfices pour financer en grande partie l'entretien du mur, l'entretien du circuit de distribution d'eau et les forces armées. C'est un engagement que la banque a pris en tant qu'institution privée et de fait, les taxes qu'elle prélève n'écrasent pas du tout les populations. La Banque centrale s'occupe elle-même d'embaucher les artisans, ingénieurs, les ouvriers chargés de l'entretien du mur et du circuit de distribution de l'eau potable, au sein de tous les peuples, sans distinction et bien souvent par le biais d'appels d'offres. Même si la plupart du temps on va retrouver des lièvres un peu partout, c'est quand même leur spécialité, on trouve quand même des ingénieurs d'un peu tous les peuples, sans souci. Et en ce qui concerne les troupes des forces armées, c'est le Conseil de guerre qui soumet un budget, que je ne dise pas de bêtises, annuel, qui peut être réajusté tous les trimestres ou en cas de situation. Autant dire que depuis l'attaque des Tanshin, le budget a été bien plus souvent réajusté que d'ordinaire. Donc, comme il a été dit en introduction, dès lors qu'une affaire concerne plus d'un peuple, au moins deux peuples, c'est la Cour de justice qui intervient. Les textes de loi de l'enclave ont été rédigés par l'ensemble des peuples qui ont fait au mieux pour trouver, on ne va pas dire un juste milieu, mais quelque chose qui les arrange tous plus ou moins. Quoi qu'il arrive, il n'est pas possible de faire appel de la décision prise par la Cour de justice auprès de la loi de son propre peuple. C'est un but, c'est que si deux peuples ou plus sont impliqués, ça ne sert à rien de faire appel à son propre système judiciaire. C'est bien la Cour de justice qui intervient. Donc même si la loi de son peuple donnerait avantage, c'est impossible de faire appel auprès d'elle. Donc c'est également la loi de la Cour de justice qui s'applique sur le territoire d'Izumi à 2-3 petits détails près. En revanche, quelqu'un qui commet un crime sur le territoire d'Izumi, sans être Izumi-jin, c'est-à-dire un habitant d'Izumi, ressortissant du territoire autonome d'Izumi, peut être jugé par la loi de son propre peuple si ce qu'il a fait n'implique que son propre peuple. Donc, techniquement, on a deux cas de figure possibles. Un tigre commet un crime sur un autre tigre, mais sur le territoire d'Izumi. Ils peuvent être jugés par la loi de l'enclave. Ils peuvent être jugés par la loi des tigres si eux le demandent, si, mettons que le coupable estime que sa loi, lui, sera plus clémente. Le cas du tigre n'est pas forcément le meilleur exemple. Et aussi, le gouvernement tigre peut demander à Izumi un gouvernement peut demander à Izumi de lui rendre un prisonnier pour qu'il soit jugé selon ses propres lois. Donc imaginons que le tigre se dise qu'il s'en sortira mieux avec les lois de l'enclave. Le gouvernement tigre peut demander à ce qu'Izumi lui rende ce prisonnier pour qu'il soit jugé d'après ses propres lois, tant que le crime ne concerne que le peuple tigre. A noter qu'il y a des cas particuliers pour lesquels la Cour de justice juge elle-même les affaires, même si ça ne concerne qu'un seul peuple. Il va s'agir de dégradation volontaire du mur ou du circuit de distribution d'eau, ça passe directement en Cour de justice, ou encore dégradation des installations militaires, braconnage, attaque sur un membre des forces armées, etc. Ce sont des infractions considérées comme graves qui sont jugées par la Cour de justice quoi qu'il arrive. Enfin, lorsqu'une affaire concerne uniquement des membres des forces armées, c'est la cour martiale du Conseil de guerre qui va prendre en charge l'affaire. Donc là, encore une fois, il n'est pas question d'invoquer la loi de son peuple, il n'est pas question d'invoquer la cour de justice, c'est la cour martiale pour les militaires. Au risque d'en surprendre certains, toutes les institutions siègent à Izumi. Historiquement, la Banque centrale a d'abord eu un siège dans la capitale Yak. Je vais avoir besoin de mes antisèches parce qu'il y a beaucoup de noms de lieux. Mais donc finalement, il ne reste que le siège d'Izumi. Donc, le conseil de guerre se rassemble dans le Kinkyu, qui est l'ancien palais d'argent de l'ambassade Meiko
des grues qui se trouvent désormais ailleurs. Le Kinkyu se trouve dans le quartier de Heiwa, qui se trouve dans la partie ouest de la ville. Donc, conseil de guerre, Kinkyu, quartier Heiwa, partie ouest de la ville. La cour de justice occupe plusieurs bâtiments du quartier de Kochikaze, qui est central. L'ensemble est sobrement désigné sous le nom de cour de justice. On dit qu'on se rend à la cour de justice. Cour de justice, quartier de Kochikaze, centre-ville. Enfin, la banque centrale change relativement souvent de siège pour toujours se trouver au cœur des quartiers des affaires et de commerce qui, eux-mêmes, les quartiers des affaires et de commerce, se déplacent au fil des siècles, des années. Actuellement, la banque centrale se trouve dans le quartier de Takamatsu, du nom d'un célèbre artiste peintre Meiko. Et le quartier de Takamatsu se situe plutôt sur la moitié est, centre-est de la ville. Donc les consignes de sécurité pour le combat sont simples et sont surtout basées sur du bon sens. Elles sont détaillées dans le livret de règles. Donc dans cette vidéo, nous allons surtout insister sur quelques points. Pas de coup d'estoc avec la pointe de l'arme, pas de coup à la tête, pas de coup à l'entrejambe et pas de coup dans la poitrine des femmes non protégées. C'est-à-dire que si une femme a une bonne grosse armure en plaque ou en cuir, là ça passe. Par contre, si elle est juste en tissu, pas de coup à la poitrine. Si vous tombez dans une zone de combat parce que vous êtes en agonie, n'hésitez pas à vous en éloigner. Et de la même façon, si une zone de combat est dans une zone qui vous semble dangereuse, des fossés, un point d'eau, vous pouvez la décaler. Maintenant, jusqu'ici sur les contes de la brume, on n'a jamais hésité à faire du combat de nuit, sans lumière, de l'escarmouche près de fossés. Ça se passe bien, il suffit de le savoir et de faire attention. C'est pour ça qu'on dit que les consignes de sécurité sont surtout basées sur du bon sens et du fair play. Faites attention à ce qui vous entoure, faites attention aux autres. C'est ça la vraie base. Ils sont beaux, hein? Donc, on ne tape pas ici. On ne tape pas ici. Et on ne tape pas dans la poitrine de ces dames. Ah bah je suis pas une dame donc ça va. Ah oui, excuse-moi. Ah oui, bah c'est bon. Ah Voilà. Il n'y a pas de vérification des armes en début de jeu. Il n'y a pas de check armes, ni au niveau des arcs, ni au niveau des flèches, ni au niveau des armes en latex. C'est votre responsabilité à vous, c'est vous qui amenez ces armes sur le GN. Si elles sont dangereuses, c'est vous le responsable. Par contre, à tout moment, vous pouvez nous signaler une arme qui vous semble dangereuse. Nous, on se réserve le droit d'aller vérifier une arme qui nous semble dangereuse et de l'interdire sur le jeu, le cas échéant. Chaque personnage peut encaisser de base 3 blessures légères ou une blessure grave. Les blessures légères correspondent aux touches sur les bras, sur les jambes. Les blessures graves correspondent aux touches sur le dos, sur le torse. Donc attention, c'est bien 3 touches, c'est pas 3 sur le bras gauche, 3 sur le bras droit, 3 sur chaque jambe, c'est 3 au total. Ça peut être 2 fois le bras gauche, 1 fois le bras droit, une jambe, 2, enfin c'est 3 au total, de la même façon que c'est une blessure grave de base au total. Torse ou dos. Si vous avez pris les compétences d'endurance, vous pouvez monter jusqu'à 3 blessures graves. C'est pareil, c'est 3 blessures graves au total, c'est pas 3 torses et 3 dos. Les zones blessures graves, blessures légères, c'est valable peu importe l'arme utilisée. Si l'arme touche ou la flèche touche un bras, ce sera légère. Si ça touche torse, ce sera grave. Donc il n'y a pas d'annonce. La seule annonce qu'il va y avoir, c'est aggrave. Aggrave, c'est un coup qui va faire une blessure aggravée, peu importe où elle touche. Une fois que le compteur d'un des deux types de blessures est à 0, donc vous pouvez bien encore avoir des blessures graves si votre compteur de blessures légères est à 0, ou l'inverse, vous tombez en agonie.
Donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas genre j'ai pris 3 blessures légères mais il me reste ma blessure grave, je reste debout. Dès que l'un des deux compteurs est à 0, c'est de l'agonie, vous vous mettez au sol. Si vous êtes sur une zone de bataille, du coup, vous vous en éloignez, vous vous remettez au sol, vous ne restez pas debout le poing levé, vous jouez la blessure au sol. Un personnage en agonie a 15 minutes pour être stabilisé avec la compétence premier soin, ou s'il porte une amulette de stabilisation, tant qu'il est en agonie, elle peut se déclencher et donc lui faire l'effet d'un premier soin. Pour achever un personnage sans attendre la fin de ces 15 minutes, il faut mimer l'acte de l'achever, on coupe la tête, on égorge, on poignarde dans tous les sens, en prononçant 5 fois « Iki o hikitore ». Ça veut dire que le souffle de la vie te quitte. L'idée, c'est que ça doit être audible au moins par le joueur visé. Si vous lui chuchotez à l'oreille, c'est bon. Ses amis sur le champ de bataille n'ont pas besoin de l'entendre. Lui doit l'avoir entendu. Si c'est fait, c'est une agonie. Et à partir du moment où Iki o hikitore a été prononcé 5 fois, il n'y a pas de retour possible. Les amulettes de premier soin ne peuvent plus se déclencher, premier soin ne peut plus intervenir, c'est la mort du personnage, définitive. Il est nécessaire de prendre la compétence endurance niveau 1 pour pouvoir porter une armure. Si vous n'avez pas la compétence endurance niveau 1, vous ne pouvez pas en porter même pour faire joli. Donc la compétence endurance niveau 1 symbolise le fait que vous soyez assez endurant pour pouvoir en porter une quand vous en avez besoin. Elle vous rajoute également une blessure grave de base. Il existe 3 classes d'armure, qui donnent respectivement un bonus de 1, 2 et 3 coups avant de décompter ses blessures. La classe est définie par la matière de l'armure. Anti-sèche. Classe 1, cuir souple ou tissu rembourré. Classe 2, maille ou cuir rigide. Classe 3, plate. Armure de samouraï, plate. Ça rentre dedans. Armure lamellaire, ça va rentrer dedans aussi pour les Mongols. La classe des armures composites est déterminée par l'organisation. Si vous avez plusieurs éléments, plusieurs matières, vous venez voir l'orga et l'orga vous donnera votre classe d'armure, ce n'est pas vous qui choisissez. Une armure ne protège que la zone où elle est portée. Donc, si vous portez une armure de classe 2 qui protège torse et bras, elle ne peut encaisser que 2 coups quand même. Peu importe la zone touchée, ça va être un coup bras, un coup torse, elle a pris ces 2 coups, c'est pas des coups par zone. Autrement dit, voilà. Et si elle attaque les jambes, vous prenez les blessures directement sur les jambes puisque votre armure ne protège pas vos jambes. Nous avons donc ici une armure de classe 1 en tissu rembourré qui permettra de protéger torse et dos jusqu'à mi-cuisse, ainsi que le bras jusqu'au coude. Nous avons ici une armure de classe 2 en cuir rigide et en corde qui permettra de protéger torse et dos. Et nous avons ici une armure de classe 3 en plate qui permettra de protéger torse et dos, ainsi qu'une petite jupette en cuir souple qui protégera les cuisses et les fesses. Un bouclier bloque tout, y compris les armes de trait, y compris les armes à feu. Et il ne se brise pas, sauf annonce spéciale, brise. Il y a des créatures qui brisent à main nue, des yokai, et il y a des armes qui brisent aussi également. En dehors de ça, un bouclier ne se brise pas, et les armes à feu ne sont pas assez élaborées pour pouvoir être passe-bouclier, perce-brise-bouclier. La seule arme qui va passer un bouclier et le briser d'office sont les armes de siège ou les canons. N'arrêtez pas un boulet de canon avec votre bouclier en vous disant c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ouais voilà, ça passe, le bouclier est brisé. Petite précision, afin de souligner les efforts des joueurs qui s'encombrent avec vraiment de la maille lourde ou de la plate lourde qui peut gêner certains mouvements, donc qui jouent le jeu à fond, entre guillemets, hein, il est possible qu'on donne une classe inférieure aux imitations en résine ou en matière plus légère. Les armes de trait et les armes à feu sont perce-armure. Ça va décompter directement les blessures graves et les blessures légères. À noter que les armes à feu, donc les arquebuses, font de la grave, peu importe la zone touchée. Si vous prenez une munition d'arquebuse dans le bras, ça comptera une blessure grave quand même, malgré tout. Et petite précision, il n'y a pas de compétence particulière pour les armes de jet, les petites dagues de lancer. Il faut juste qu'elles n'aient pas d'âme.
juste de la mousse et du latex. Et à partir de là, vous pouvez sans compétence les utiliser, les lancer et elles vont décompter grave et légère comme une arme normale. Si vous touchez plein torse, ça va enlever une grave. Si vous touchez au bras, ça va enlever une légère. Notez que parfois, plus ou moins souvent, selon le scénario et les personnages présents, notamment avec l'arrivée de la magie élémentaire, vous allez parfois entendre des annonces que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas trouvées dans les règles. C'est normal. D'ailleurs, j'ajoute que toutes les compétences existantes en jeu ne sont pas dans les règles. Il y en a qu'on donne nous avec les BG ou que des maîtres peuvent enseigner mais qui ne sont pas dans les règles. Donc dans tous les cas, jouez l'effet indiqué. Jouez l'effet indiqué et éventuellement après coup, voyez si ça vous semble louche, s'il y a une astuce ou pas. Mais dans tous les cas, vous jouez l'effet indiqué. Si vous ne connaissez pas l'annonce, c'est normal et il y a de fortes chances qu'elle existe vraiment en jeu. Et voilà, faut jouer la scène. Allez, ok! Acte de fermentation! C'est sympa, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas le budget pour la vague déferlante. Étranglement! Votre manque de budget me consterne! Oh! Voilà, donc ce sera tout pour ce Kiri no Kiroku numéro 2. Sachant que le Kiri no Kiroku numéro 3 a déjà été en grande partie tourné et que nous nous retrouverons donc très bientôt pour un point BG sur la magie et un point règle sur la magie. Et de la même façon, ce sera tout ce que vous trouverez dans cette émission numéro 3 parce qu'il nous semble essentiel de réussir à la sortir de la même façon avant le jeu de juin. Donc à bientôt pour Kiri no Kiroku numéro 3.